Bonjour, vous êtes-vous jamais demandé comment les frontières entre les pays ont été faites et pourquoi sont-elles là plutôt qu'ailleurs? Eh bien, les Hongrois se sont posé cette question depuis un siècle au moins, et ce n'est pas terminé, mais vous saurez pourquoi en regardant cette vidéo. Bienvenue pour ce deuxième épisode sur la Hongrie. Les Hongrois, ce sont des gens qui n'aiment personne. Les Roumains, les Slovaques, les Français, les Juifs, je troll bien sûr. Sauf pour les Français, les Roumains... Enfin bon, les gens là-bas ne sont pas plus racistes qu'ailleurs, mais le fait est qu'ils ont eu quelques motifs de litige avec leurs voisins. Mon premier aperçu de Budapest fut Keleti, l'une des gares du centre-ville. C'est celle que vous voyez sur ces images. Sinon, une bonne partie de la ville est en travaux. Et c'est bien ce que j'ai trouvé de plus intéressant dans Budapest en cette fin d'été 2013, c'est son aspect inachevé. Avant d'être la Hongrie, la plaine du Danube avait été le royaume des Avars, un peuple venu de l'Est, et plutôt encore la province romaine de Pannonie. Une place forte romaine, nommée Aquincum, fut bâtie sur le site actuel de Budapest. Budapest fut d'abord deux villes, Buda, à l'ouest du Danube, avec ses collines fortifiées, et Pest, à l'est du fleuve, la plus populeuse. Les deux moitiés seront officiellement réunies en 1873, sous l'Empire Habsbourg. La Hongrie, comme à peu près tous les pays du monde, a commencé par une invasion, celle des Magyars, dont le chef Arpad a fondé le royaume de Hongrie au Xe siècle après Jésus-Christ. Leur langue ne ressemble ni à celle des Slaves, ni à celle des Germains, ni à celle des Latins. Très peu de mots sont compréhensibles par analogie avec d'autres langues, même s'il y en a quelques-uns qui se reconnaissent quand même. Mais oui, c'est clair. En fait, le hongrois est une langue tellement étrange que les noms propres changent d'orthographe d'un bout à l'autre d'une rue. Non, je troll là. Cette rue porte le nom d'une famille illustre de l'aristocratie hongroise. Malheureusement pour cette famille, son personnage le plus célèbre fut la comtesse vampire Elisabeth Báthory. Enfin, vampire, bon. Aurait pu chercher vous-même. À moins que la rue ne fût nommée ainsi en hommage au groupe norvégien Báthory, qui sait. La dynastie d'Arpad se prolongera sur plusieurs siècles, avant que la dynastie d'Anjou ne prenne le relais. De l'an 1000 à 1500, la Hongrie a été l'un des plus puissants et riches royaumes d'Europe. L'Autriche voisine elle-même a vécu dans l'ombre du royaume de Hongrie, et à plusieurs reprises, les Hongrois ont attaqué Vienne au Moyen-Âge. Mais survint au sud une nouvelle menace, celle du plus grand empire méditerranéen, celui des Turcs ottomans, qui avaient déjà conquis la Serbie en 1521 et pris Constantinople, aujourd'hui Istanbul, en 1453. Suite à de nombreuses tentatives, les Turcs ont envahi la Hongrie après la défaite des armées magyares à Mohacs en 1526. La Hongrie ne sera pas totalement soumise, et l'Autriche y verra une occasion de contrôler l'ouest de son ex-puissant voisin, pendant qu'à l'est, une dynastie hongroise se maintiendra en Transylvanie. C'était le début de la domination des Habsbourg sur la Hongrie, le prélude à l'Empire austro-hongrois. Après l'échec des Turcs devant Vienne en 1683, les espoirs des Ottomans de conquête à l'ouest sont ruinés, et l'annexion définitive de la Hongrie par l'Autriche est en marche. Ce sera acté 22 ans plus tard au traité de Karlowitz. Les défaites autrichiennes face à Napoléon ne permirent pas à la Hongrie de reprendre son indépendance. Les Hongrois, du moins une partie de leurs élites, ainsi que le peuple, entamèrent en 1848 une véritable sécession, proclamant leur souveraineté par les mots du poète Petőfi et sous le gouvernement provisoire de Lajos Kossuth, dont le palais du Parlement hongrois actuel porte toujours le nom. Cette éphémère Hongrie souveraine sera défaite par les armées impériales en 1849. Oui, c'était vraiment en travaux partout dans la ville en septembre 2013. Pour temporiser la colère des Hongrois, l'Empire se scindra en deux en 1867, recréant une couronne de Hongrie dans des frontières proches de ce qu'elle avait au Moyen-Âge. La stabilité qui devait en résulter durera 50 ans. Lorsque l'Empire austro-hongrois s'est éteint, les Hongrois ont saisi l'occasion, et dès l'été 1918, ils ont proclamé leur séparation de l'Empire. Là encore, on voit que la mort de l'État Habsbourg ne fut décidée en premier lieu ni par la France, ni par le Royaume-Uni, bien que la France n'ait pas manqué d'en rajouter. Ceci dit, il n'en fallait pas beaucoup pour allumer la poudrière magyare, tout simplement parce que près de la moitié des habitants de la Hongrie n'étaient pas des Hongrois. Certains étaient slovaques au nord, roumains à l'est, serbo-croates au sud, et les Serbes comme les Roumains étaient en guerre aux côtés des forces françaises qui remontaient le Danube en cette année 1918. Oui, il fut un temps où la France était l'allié de la Serbie. Après, on a fait des conneries. Mais revenons à 1918, et plus précisément à l'hiver 1918-1919. En plus des Français et de leurs alliés au sud et à l'est, la toute nouvelle Hongrie subissait les assauts des Tchécoslovaques, émancipés de l'ancienne armée impériale et qui avaient déjà combattu aux côtés des armées russes. Au printemps de 1919, alors que le pays glisse dans le chaos, les communistes, dirigés par Béla Kun, ont pris le pouvoir, puis ont été chassés par les troupes du contre-amiral Horthy. La terreur rouge de Kun a cédé la place à la terreur blanche de Horthy. Mais comme le musée national hongrois de Budapest le prétend, la terreur blanche n'aurait pas été plus inhumaine que la rouge. Les blancs ont cependant eu plus de temps pour s'exercer. Mais ils n'ont pas eu assez de temps pour sauver la Hongrie de la défaite. Et en 1921, les Français, les Roumains, Serbo-Croates et Tchécoslovaques ont imposé de nouvelles frontières à la Hongrie au traité de Trianon. En fait, ce sont les 2/3 du pays qui ont été arrachés. Parmi les terres qui ont été prises à la Hongrie, certaines étaient fort peu hongroises, mais d'autres pleines de minorités hongroises.
et cela a occasionné une terrible dégradation de l'image de la France en Hongrie. Georges Clemenceau, le président du Conseil français en 1918, apparaissant depuis comme étant l'un des pires ennemis de la nation hongroise. Et pour certains Magyars, les frontières légitimes de leur pays sont restées celles de 1918. Alors pouvions-nous, Français, agir autrement? Oui et non. Ne pas donner aux Roumains, aux Serbes ou aux Tchécoslovaques les terres qu'on leur avait promis pendant la guerre aurait été une trahison envers nos alliés. Mais les conditions de négociation qui ont été imposées à la Hongrie, dont les émissaires à Trianon furent traités quasiment comme des prisonniers, étaient injustes. Ce traité a attribué aux voisins de la Hongrie des zones de peuplement hongrois, sans aucune consultation des peuples concernés, alors même que les Alliés, et le président américain Wilson en tête, promouvaient l'autodétermination des peuples. Les seuls Hongrois qui furent appelés à voter furent ceux de la ville de Sopron, à l'ouest, disputée avec l'Autriche, un autre pays vaincu, et les habitants de Sopron ont choisi de devenir hongrois. Alors je vais faire maintenant une petite digression historique. Est-ce qu'on pouvait justifier la destruction de la Grande Hongrie par le fait que près de la moitié de ses habitants n'étaient pas d'ethnie hongroise et ne parlaient pas le magyar? Après tout, la France a assimilé de nombreuses régions où on ne parlait pas ou peu français quelques décennies avant la Première Guerre mondiale. La France, paraît-il, serait une pure construction politique et serait au-dessus des ethnies. À titre d'exemple, aujourd'hui en France, les statistiques ethniques sont toujours interdites. Ce serait là le principe d'une conception française de la nation, qui s'opposerait à la conception allemande sous Bismarck, où l'on considérait que partout où l'on parlait quelque chose qui ressemblait à de l'allemand, en Alsace par exemple, eh bien là était l'Allemagne. L'histoire du traité de Trianon nous montre qu'il n'y a pas de conception française de la nation. Les États n'ont pas de sentiments, mais ils n'ont pas non plus de principes éthiques. La France refusait de caler les frontières sur les différences ethniques lorsque cela l'arrangeait, pour réclamer par exemple le retour de l'Alsace-Lorraine après 1871. Mais lorsque cela arrangeait la France de se servir des cartes ethniques pour raboter un ennemi comme la Hongrie, eh bien on ne se gênait pas non plus. Donc il n'y a pas de conception française de la nation, il n'y a que des intérêts d'État. Fin de la digression. Les États n'ayant pas de principes ni de sentiments, ils n'ont pas non plus de regrets. Par contre, ils peuvent réaliser les erreurs qu'ils ont faites. Et dans l'histoire hongroise, cela s'est très vite vu. Le nouveau pouvoir hongrois détenu par le contre-amiral Horthy verra logiquement l'Allemagne comme sa principale alliée pour défaire le traité de Trianon. L'Allemagne de Weimar des années 20 était impuissante, mais celle d'Hitler était prête à redessiner les frontières de l'Europe. Et c'est là que la position hongroise devint compliquée. Le musée national hongrois de Budapest tente d'expliquer, autant que faire se peut, que la Hongrie n'a soutenu l'Allemagne que pour réparer les injustices qu'elle avait subies. Ce qui l'a mené à récupérer une partie de la Slovaquie au traité de Munich en 1938 et une fraction de la Transylvanie roumaine en 1940. Mais les intentions du Reich, qui venait également d'avaler l'Autriche, n'étaient-elles déjà pas trop évidentes? Hitler cherchait non seulement à effacer toutes les pertes allemandes de 1918, mais à créer un grand espace vital pour les Ariens, ce qui laissait deviner son projet d'invasion de la Pologne. Pologne qui, comme la Hongrie, prit sa part de Tchécoslovaquie à Munich, alors que les pays d'Europe centrale auraient techniquement pu envisager un front commun face à l'Allemagne. Toujours selon le musée national de Budapest, la Hongrie n'aurait continué son alliance à partir de 1941 et donc l'attaque de l'URSS par l'Allemagne que sous la contrainte du Reich qui alors dominait l'essentiel de l'Europe. Il est vrai que des réfugiés de Pologne furent accueillis en 1939 et que le régime hongrois n'entra dans la politique d'extermination acharnée des Juifs qu'en 1944, quand les divisions soviétiques entraient sur le territoire hongrois. À ce moment, la défaite de l'Axe étant inéluctable, le régime magyar tenta un changement de camp et de passer du côté soviétique. Cependant, les nazis s'en étaient doutés et alors ils ont changé le pouvoir hongrois pour y mettre les extrémistes nationalistes et antisémites des croix fléchées. Budapest fut, en 1944 et 1945, le lieu d'un siège terrible, la forteresse de Buda étant réactivée par les nazis pour tenir tête envers et contre tout à l'Armée rouge. L'Armée rouge passera cependant, et elle imposera son régime. Le Parti communiste hongrois n'obtint que 17% des voix aux élections de 1946, mais on lui rattacha d'autres partis et on divisa les autres. Le régime prétendument socialiste de la Hongrie des années 50 fut dirigé par Matyas Rákosi, puis par Imre Nagy. Oui, je sais, ça s'écrit Nagy, ça se prononce Nagy. Ce dernier, porté et même dépassé par l'insurrection populaire de 1956, paya, comme plusieurs dizaines de milliers de Hongrois, de sa vie l'intervention des forces soviétiques. Le soulèvement ne fut pas vain, car outre sa portée symbolique, il obligea le régime suivant, présidé par János Kadar, à plus de souplesse dans l'organisation de l'économie. Dans les années 70 et 80, la Hongrie connut, à son niveau, une société de consommation. Ça n'éteint en rien la dissidence croissante, et le craquellement généralisé du bloc de l'Est aboutit à ce que la Hongrie fut la première des démocraties populaires à ouvrir le rideau de fer en 1989. Aujourd'hui, le square de la Liberté de Budapest, près du Parlement, compte même une statue de Ronald Reagan, le supposé vainqueur de l'URSS. En arrivant sur la place, bien avant Reagan, on trouve un monument à l'Armée rouge. Quant à Ronald, il est bien là,
mais tout seul. Et dans la ville, on trouve encore des souvenirs d'une autre époque. La Hongrie actuelle, qui n'a pas connu la croissance vigoureuse d'autres pays comme la Pologne par exemple au cours des 20 dernières années, reste largement obsédée par la question nationale. L'euroscepticisme y existe, et heureusement, comme partout, et les relations entre le gouvernement de Viktor Orban et l'Union européenne sont tendues. Le pays a conservé le forain au lieu de l'euro, et toute critique venue de l'étranger rencontre le rejet d'une partie de l'opinion, appuyée par un sentiment de menace et d'injustice venue de l'étranger. D'ailleurs, l'étranger, nous y retournons, à commencer par la Slovaquie, avec laquelle la Hongrie n'est plus en guerre depuis environ 90 ans. Mais c'est dans le prochain épisode. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Hoch als Herrscher, hoch als Weiser, steht in des Ruhmes Glanz. Liebe windet, Lorbeerreise, ihm zu